Troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Alfred Chango, Samuel Gambok et Jean-Marie Bitomo. Direction à présent le Maroc où le débat sur l'égalité homme-femme est relancé. Le Conseil national des droits de l'homme a en effet publié mardi un rapport sur l'état de la parité. Des questions se posent notamment sur l'héritage ou encore l'acquisition de la nationalité. Ibrahim Ndiaye. Va-t-on vers l'égalité entre hommes et femmes au Maroc? Dans un rapport publié le 20 octobre 2015, le Conseil national des droits de l'homme dresse un bilan inquiétant et demande à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en matière d'héritage, qu'elles puissent transmettre leur nationalité marocaine à leurs maris étrangers, entre autres. Je partage l'avis du CNDH. Il y a des préoccupations aujourd'hui de notre société, au Maroc et en Afrique d'une manière générale. Au niveau continental, la femme n'a pas encore la place qu'elle mérite dans notre société. Et bien sûr, dans des États, dans des pays musulmans, l'égalité dans l'héritage est quelque chose de symbolique dans une société aujourd'hui où la femme travaille autant que l'homme. Mais il faudra aussi parler de l'égalité sociale, l'égalité économique, l'égalité dans les salaires, les autres problématiques sociales que connaissent la femme qui sont peut-être moins discutées dans les sphères politiques parce que moins symboliques est beaucoup plus courante et peut-être même pour certains qui la considèrent comme normale. L'Union africaine a adopté un protocole qui réaffirme les droits de la femme au sein de sa charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Un protocole qui décrit les droits de la femme à l'égalité et à la non-discrimination dans plusieurs domaines. Il a été ratifié par plusieurs pays, ce qui a permis de noter plusieurs évolutions. Il y a des évolutions, il faut faire la part des choses. Il y a des évolutions qui ont été faites au Maroc sur la femme. Il y a eu le code de la famille, la Moudouana, qui a fait évoluer le statut de la femme par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Mais il y a encore un long chemin devant nous pour atteindre cette égalité qui n'est finalement que respecter ce que représente la femme aujourd'hui dans nos différentes sociétés africaines et dans la société marocaine, à savoir un partenaire égal à l'homme. Ces évolutions doivent prendre en considération d'autres points juridiques, économiques, sociaux, qui persistent encore, qui font que sur certains chantiers, la femme reste malheureusement dénigrée et reste à l'arrière de l'homme. Sur le plan politique, plusieurs États ont pris de nombreuses initiatives. En Afrique du Sud, en Tanzanie et en Ouganda, 30% des sièges au Parlement sont désormais réservés aux femmes. Au Rwanda, la représentation féminine atteint 50%, soit l'une des plus élevées au monde. Le 14 mai 2010, le Sénégal a adopté une loi visant à améliorer la représentation de ses citoyennes dans les instances politiques. Elle garantit désormais la parité homme-femme dans toutes les institutions, totalement ou partiellement électives. Alfred, concernant la question de l'héritage, le Maroc, ce n'est pas un pays laïque, c'est un pays musulman. Alors comment cette question peut-elle évoluer quand on sait qu'elle est déjà tranchée au niveau religieux? Oui, mais Fanny, il faut voir ce que dit la constitution marocaine de 2011. Mais elle reconnaît de ce droit-là aux femmes. Simplement, entre 2011 et aujourd'hui, il y a les lenteurs, les pesanteurs sociales qui sont là, j'allais dire culturelles surtout. Tant qu'on ne s'attaque pas aux traditions, aux coutumes, bref, aux mentalités du passé qui font effectivement qu'il y a encore des réticences aujourd'hui pour beaucoup de Marocains, puisque nous parlons du Maroc, mais on peut étendre au reste de l'Afrique. Beaucoup restent encore sur ce fonctionnement de c'est l'homme qui est le maître et la femme est à la maison, au foyer, et que donc elle n'a aucun droit. Et les évolutions du droit, il y a vraiment un décalage entre, j'allais dire, l'évolution, la modernité qui arrive aujourd'hui, mais qui bouscule bien sûr cette tradition-là, et l'applicabilité justement de cette modernité, en tout cas juridique ici sur le terrain. C'est ça qui fait effectivement que cette question de l'héritage se pose avec acuité au Maroc aujourd'hui, et d'ailleurs pas seulement la question de l'héritage, mais la question du divorce et de la place de la femme divorcée dans la société. Donc ça fait toute une série de choses comme ça qui sont encore problématiques, qui nécessitent évidemment une évolution quand même rapide des mentalités, mais quand on sait que les mentalités ça évolue très lentement, ça veut dire effectivement, comme disait Ben Saïd ici, Mehdi, qu'il y a du chemin encore à parcourir
parcourir pour arriver véritablement à asseoir dans les esprits cette idée que la femme est une partenaire de l'homme et qu'elle a droit, au même droit que les hommes. Alors justement, Samuel, en parlant de décalage, le Conseil national des droits de l'homme au Maroc estime qu'il y a une déperdition des politiques nationales au moment de leur exécution au niveau local. Est-ce qu'il faut expliquer les lois ? Je pense qu'il faut expliquer les lois, il faut une politique de sensibilisation. Comme Alfred le relevait, il y a encore des conservatismes qui restent très forts, notamment liés à la religion. Je pense que le Maroc est l'un des rares pays en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient à avoir très rapidement tiré les leçons des printemps arabes. Et donc je pense que depuis 2011, avec cette nouvelle constitution, avec l'ouverture qu'incarne l'actuelle monarchie constitutionnelle, je pense que ce sont des choses qui prendront certainement un peu plus de temps pour que tout cela soit de façon équilibrée, établi sur l'ensemble du territoire. Il faut effectivement renforcer la formation, renforcer l'enseignement, parce que s'il faut que la parité et l'équité règnent entre l'homme et la femme au Maroc, il faudrait aussi ouvrir davantage l'école à la femme et que celle-ci puisse s'émanciper davantage. Donc des services qui ne lui étaient pas accordés hier ou des ouvertures dont elle ne pouvait pas bénéficier hier puissent effectivement rentrer dans l'ordre. Jean-Marie, sur certaines questions qui sont plutôt délicates, est-ce que la société marocaine vous semble-t-elle prête à ce genre de débat ? Je pense que dès l'instant où vous avez la monarchie qui prend, c'est-à-dire le problème à bras-le-corps, il y a Alfred qui vient de parler là de 2011, mais souvenons-nous quand même que, c'est-à-dire à travers tous ces pays-là, la situation, il y a un pays qui avait une situation particulière sur cette histoire d'égalité, là c'est la Tunisie. La Tunisie, depuis des années, a été un des pays, la Tunisie de Bourguiba a été un pays très très avant-gardiste. Et je regrette, c'est-à-dire, c'est que le reste des États, il ne s'agit pas de dénaturer, si vous voulez, nos sociétés, il s'agit de s'adapter à la modernité. Donc, vous voyez déjà que Bourguiba, à son époque, avait déjà pensé à ça. Si tous les États, et il fut un moment, question de constituer le Grand Maghreb, moi, je pense que ce sont des questions qu'il aurait fallu poser sur la table à ce moment-là. Mais malheureusement, la Tunisie étant tout un petit pays, c'est-à-dire à côté le poids de l'Algérie, le poids de la Mauritanie, le poids du Maroc dont nous sommes en train de parler là, ça n'a pas fait long feu. Mais n'empêche que vous avez des initiatives qui ont été prises dans le monde arabe. Et là-dessus, il convient de tirer un coup de chapeau. Les printemps arabes dont on parle là, la Tunisie n'a pas attendu les printemps arabes. Bourguiba, dès qu'il est arrivé au pouvoir, a essayé de tout faire. Il s'est battu pour instaurer une culture qui mettait l'homme et la femme à égalité. Que le Maroc se lance là-dessus aujourd'hui, c'est tout simplement la vision de l'avenir. Puisque l'avenir du pays dépend de quoi? Vous avez pratiquement, on nous dit souvent dans ce monde, les femmes constituent plus de 50% de la population, dont les pays commencent à se rendre compte qu'ils sont en train, de perdre une partie des énergies de leur population, si vous voulez, à cause de cette inégalité-là qui est instaurée dans nos sociétés traditionnelles entre l'homme et la femme. Que le Maroc puisse en rendre compte maintenant, c'est une bonne chose. Merci. En Égypte, les Nubiens qui vivent au sud du pays attendent beaucoup de la nouvelle législature. Ils s'estiment délaissés par les autorités et surtout, ils demandent toujours à revenir sur leur terre d'origine. Ibrahima Djoumaba. En Égypte, la région d'Assouan attire des touristes du monde entier. Ces sites historiques sont très prisés. La zone présente plusieurs potentialités économiques. Les populations riveraines se plaignent de leurs conditions de vie et de leur avenir. Elles mènent une bataille pour la prise en compte de leurs doléances avec les élections législatives en cours. Tel que je vois les choses, rien ne changera. Sauf si les descendants de Nubiens, mieux instruits, s'impliquent pour améliorer leur niveau de vie. S'il y a un grand économiste, il pourra faire changer les choses. S'il y a un homme politique influent, il pourra faire changer aussi les choses. Mais aussi longtemps que les gens resteront pauvres, il n'y aura pas de changement dans aucun village concernant quoi que ce soit. Avec la construction du barrage d'Assouan en 1964, les Nubiens ont été déplacés de leur village. Plusieurs familles manifestent le désir de retrouver leur terre. Même la constitution d'Égypte, adoptée en 2014, prévoit le rétablissement des droits des Nubiens. En attendant, les autorités locales rassurent. Le peuple nubien est très pacifique, mais leurs exigences n'ont pas toujours été satisfaites. Et si Dieu le veut,
Par des moyens légitimes, nous y arriverons. Dans l'actuelle constitution, il y a un article qui stipule qu'il y aura des progrès en Nubie. Je fais partie du groupe qui ne doute pas que l'État répondra à nos doléances. C'est mon point de vue. Les Nubiens comptent sur les candidats locaux à l'élection au Parlement pour porter leurs doléances au niveau central. La Constitution de 2014 stipule que l'État devrait travailler la réinstallation des Nubiens dans leur patrie d'origine dans les 10 ans. En plus de leur relogement, les Nubiens demandent la réalisation d'infrastructures dans leur région. Jean-Marie, en 2014, les Nubiens s'étaient soulevés, les accrochages avaient fait des dizaines de victimes. Est-ce que cette question des Nubiens peut créer une zone d'instabilité au sud de l'Égypte? Tout à fait, tout simplement. Pourquoi? Si on remonte sur le plan historique, Fanny, ça voudrait dire qu'il ne faut pas oublier que la Nubie, c'est le creuset, si vous voulez, de la culture et de la civilisation africaine en tant que telle. Quand on nous parle des pharaons, quand on parle de la Nubie et tout ce qui s'ensuit, je ne suis pas un égyptologue en tant que tel, mais de l'importance de ce qu'on peut lire ça et là, la Nubie est un des territoires qui constituent le creuset de la civilisation égyptienne. Que ces gens-là aient été déplacés, ça voudrait dire quelque part que vous avez une déperdition des pratiques, c'est-à-dire la pratique est liée à un environnement, au sol là où on vit. C'est-à-dire on ne peut pas se mettre à pratiquer un certain nombre de choses qui aillent au-delà de son environnement auquel on est habitué. Donc il me semble que la Nubie, le fait que les habitants demandent à réintégrer leurs terres, ça leur permettra peut-être, c'est-à-dire de retrouver leurs racines, comme on le dit souvent, et éventuellement venir au secours de la population égyptienne pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire rayonner cette civilisation-là qui est la civilisation de la Nubie, qui est reconnue par l'histoire en tant que telle. Alfred, est-ce que les autorités ont intérêt à répondre aux revendications des Nubiens? Donc, je dirais que l'Égypte est à la croisée des chemins. On est sorti justement du printemps égyptien, avec tout ce que cela a entraîné comme troubles, comme désordre en Égypte, instabilité. Aujourd'hui, c'est une nouvelle phase de cette histoire qui commence. Et je pense effectivement que le gouvernement a à entendre cette revendication-là ou ces revendications-là, mais ce sont les revendications de tout le peuple égyptien qui doivent être entendues, qui sont des revendications d'ordre social, d'ordre économique, et que donc là, en l'occurrence, oui, mais en même temps, il faut insérer cela dans le projet global socio-économique de toute l'Égypte. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. L'Éthiopie espère lever 2 milliards de dollars grâce à l'émission d'un nouvel eurobond d'une maturité de 10 ans dans 1 ou 2 mois. L'Éthiopie avait levé en décembre 2010 1 milliard de dollars grâce à un premier eurobond. Le pays enregistre depuis plusieurs années un taux de croissance qui tourne autour de 9% en moyenne par an. En 2016, ce taux pourrait atteindre 10,5%. Samuel, quels sont les atouts de l'Éthiopie pour attirer des investisseurs ? C'est d'abord la rigueur de l'autorité gouvernementale centrale. L'Éthiopie se positionne comme un pays sérieux. C'est le siège de grandes institutions panafricaines. Donc, normalement, Addis Abeba, c'est la capitale de l'Afrique. Ils doivent incarner ce leadership à partir de la capitale qui leur a été confiée. Donc, au-delà de ces considérations diplomatiques, l'Éthiopie a aussi d'immenses richesses. C'est un pays qui a axé son développement sur le développement de l'agriculture, du secteur agricole, et donc il produit ses fruits. Il y a une politique de diversification de son économie qui est en marche. Le secteur des services est en expansion. C'est un pays qui est en train de développer des moyens, des dispositifs pour s'approprier la technologie et l'industrie. Des industries comme d'habillement, comme H&M, sont en train de s'implanter en Éthiopie. Et donc ce sont là des politiques qui permettent de positionner le pays à long terme. On ne fait pas la publicité des marques. C'est vrai, Alfred, merci beaucoup. Mais je voudrais quand même rappeler que l'Éthiopie est en train de mettre en place de très très bonnes politiques pour l'appropriation industrielle. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré à la République démocratique du Congo. Alfred, merci d'avoir été là. Mais merci Fanny, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je leur dis merci de leur accueil. Samuel, merci également. Merci Fanny, bonsoir. Et Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.